Tous et bienvenue à ce nouveau programme. Nous allons parler des fonctions. Nous poursuivons notre étude sur les fonctions réelles d'une variable réelle. Et aujourd'hui, nous allons enregistrer notre troisième vidéo qui parlera de l'inverse d'une fonction, fonction bornée, fonction monotone et beaucoup d'autres petites définitions. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la composition d'application. Alors, nous allons revenir sur la définition d'une fonction. Nous avions dit qu'une fonction dont nous partions qui étant un intervalle de R, par contre, de R. Et dans cette étude, nous appelions I le domaine de définition de F et R l'ensemble d'arrivées. Et ce que nous avons vu que pour ce I-là, en fait, toutes les images sont dans un ensemble appelé F de I ou bien I de F. Je ne sais pas si c'est bien visible ce que je fais. OK. Ensuite, cet ensemble est noté F de X. F de X appartient à I. Mais en fait, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que ce que nous remarquons, c'est que en fait, les éléments que nous prenons ici sont envoyés à F de X, mais ce F de X, en fait, bien qu'il appartient à R, mais appartient à l'image. Donc, en réalité, le schéma que nous avons, c'est F, I, F de I, qui est contenu dans R. Donc, tout ce que nous prenons ici, nous envoyons, se trouve d'abord dans F de I, qui est en fait une partie de R. Et ça, c'est quelque chose à toujours garder en tête. Ça ne sera toujours pas écrit, mais à garder en tête. Et si nous pouvons encore aller beaucoup plus loin, donc avec les diagrammes, nous avons cette situation. Nous avons F ici. Nous avons I ici. Nous avons R là. Mais en fait, tout ce que nous prenons donc ici est envoyé quelque part ici. Dans F de I. Et nous avons dit qu'une fonction est surjective si tout ce qui était dans l'ensemble d'arrivée était l'image de quelqu'un dans l'ensemble de départ. Donc, en quelque sorte, nous dirons que F est surjective si F de I égale à R. Ça, c'est la conclusion, en fait, la conséquence carrément de la surjection. Hein, c'est parce que F est surjectif, ça veut dire que F de I devient égal à tout ce qui est là. Hein, c'est-à-dire tout ce qui est là. Maintenant, nous allons donc commencer par la composition de l'application. Nous allons apprendre comment est-ce que nous pouvons, quelles sont les conditions qui peuvent nous permettre de composer deux fonctions. Donc, composition. Alors, ce que nous remarquons, c'est quoi? C'est que vous allez avoir F qui va de I. Dans R, vous avez votre G qui va aussi de J dans R. Et la définition, si vous voulez définir G en F de X, la définition nous dit que ceci est égal à G de F de X. Ce qui signifie que F de X doit appartenir à l'ensemble des définitions de G de X. En quelque sorte, F de X doit appartenir à J. Si F de X n'appartient pas à J, G de F de X n'a pas de sens en fait. Donc, en quelque sorte, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Vous avez votre F qui est ici, votre I qui est ici. Vous avez votre J qui est là. Et vous avez R ici. Votre G est là. Et votre F est là. Mais en fait, effectivement, puisque F tombe dans R, donc en quelque sorte, nous allons faire ceci. Là, c'est J. Et là, c'est R. Donc, tout ce que je prends dans I ici, par F, je l'envoie à qui? À F de I. Donc, le F de I, en fait, doit être à l'intérieur ici. Donc, en quelque sorte, le F de I doit être une partie de J. C'est ainsi que le G en F aura un sens. Dans le G en F partira donc de ça. Ce que je veux dire, c'est quoi?
Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si f part de i dans R, G part de J dans R, alors pour définir la composition, je dois m'assurer que f de i est contenu dans J. Si f de i est contenu dans f de J, dans J, alors je peux parler de la composition. Je peux parler de G rang F. Alors, G rang F, c'est quoi? Et on va peut-être bien organiser ça. Le I est ici. Le J va aller en fait là. Le R va aller là. Le J est bien contenu dans le reste R qui est là. Et donc, ici c'est F. Ici c'est G. Et ce qui vient ici, là, c'est lui qu'on appelle G rang F. Donc, en fait, G rang F, c'est quelque chose qui part de I dans R en fait. Et donc, ce qui se passe, quand je prends G rang F, X, alors nous allons prendre un exemple, F de X, on le prend comme étant un point X carré, et le G de X, on le prend comme étant 2X plus 3, et si je fais G rang F de X, j'ai ici G de F de X, et ce G de F de X ici me donne égal à 2 fois F de X plus 3, et ça me donne 1 moins X au carré plus 3 qui est égal à 5 moins 2x au carré. Et donc, je laisse F rond G de X en l'exercice. Donc, c'est en quelque sorte comme ceci que je peux comprendre la composition d'application. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de comprendre la composition d'application? Mais en fait, pour comprendre l'inverse d'une fonction. L'inverse d'une fonction, en fait, puisque nous avons parlé des fonctions bijectives dans notre précédente vidéo, et donc, il faut savoir que quand une fonction est bijective, cette fonction, en fait, s'accompagne d'un inverse. Et donc, il faut d'abord savoir c'est quoi l'inverse d'une fonction. F est inversible s'il existe G qui va de R en I, tel que F rang G est égal à l'identité de R et G rang F est égal à l'identité de I. Voilà. Et donc, comme exemple, nous pouvons prendre F qui va de 0 plus l'infini dans R, qui a x ici, associé ln de x, et G qui va de R qui a x ici, associé exponentielle de x. Et ce sont des fonctions qui sont bien connues normalement. Et nous allons voir que ces deux fonctions-là sont complètement inverses. Et donc, nous remarquons que si nous prenons G en f de x, nous avons G de f de x, qui est égal à G de x exponentielle de f de x, qui est exponentielle f de x et ln de x, ln de x, et ceci est égal à x. Voilà. Donc, le x que vous voyez ici, c'est l'identité de notre i. Et si vous prenez f en g de x, vous avez f de g de x, qui vous donne ln de g de x, qui est égal à ln de exponentielle de x, qui est égal à x. Donc, vous vous rendez compte que la fonction ln et la fonction exponentielle sont inverses. Et donc, la notion d'inverse intervient très souvent lorsque nous parlons de la bijection des fonctions. Si une fonction est bijective, cette fonction s'accompagne souvent d'un inverse qu'on appelle bijection réciproque, que l'on note souvent f-1. Donc, si la fonction de départ c'est f,
La bijection réciproque, très souvent, c'est f-1. Et f et f-1 vérifient cette relation. F rend f-1 nous donne l'identité. F-1 rend f nous donne l'identité. Ça veut dire que les deux sont inverses. Et la définition inverse, c'est ce que vous voyez. Très bien. Alors, nous allons donc peut-être parler maintenant d'autres définitions comme les fonctions bornées. Alors, commençons par ce qu'on appelle par fonction majorée. Elle est majorée si s'il existe m, que je prends dans R, tel que f de x est inférieur ou égal à m, quel que soit le x que je prends là-bas. Et comme exemple de fonction majorée que je peux prendre, voilà, nous pouvons prendre par exemple f, qui est à x l'infini, dans R, qui a x associé 1 sur x. Et vous vous rendez compte que pour tout x que je prends ici, 1 sur x sera toujours inférieur à 1. Donc ça, vous avez qu'est strictement inférieur à 1. C'est une fonction qui est majorée par 1. Donc, f est minoré s'il existe un petit m que je prends dans ce conteneur tel que f de x est supérieur ou égal à m, quel que soit le x que je prends dans. Et comme exemple de fonction minorée, nous pouvons prendre f de R qui a x associé x carré. Et vous vous rendez compte que cette quantité-là sera toujours supérieure ou égale à 0. Donc, vous avez f de x qui est supérieur ou égal à 0, quel que soit le x que vous prenez. C'est donc une fonction qui est minorée par 0. Alors, f est borné s'il existe m supérieur ou égal à 0, tel que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à m, quel que soit le x que nous prenons. Et ici, comme exemple de fonction bornée, nous pouvons prendre le cosinus et le sinus. Hein? La valeur absolue du cosinus de x est inférieure ou égale à 1. Ça veut dire que la fonction cosinus est majorée par 1, est bornée, je veux dire, excusez-moi. Sinus de x aussi est inférieur ou égal à 1. Voilà, c'est des exemples classiques. Et nous pouvons même parler maintenant de fonctions périodiques. À quel moment une fonction est périodique? Et c'est quoi la période d'une fonction? F est périodique de période et si, quel que soit le x que nous prenons i, x plus t aussi appartient à i d'abord, et f de x plus t est égal à f de x. Et dans ces conditions, le t est appelé la période de la fonction, ou bien la fonction était périodique. Et comme exemple de fonction périodique, nous pouvons regarder la fonction cosinus parce qu'en fait, en utilisant les formules d'addition, nous avons cosinus de x plus 2pi égale à cosinus de x, ce qui signifie que la fonction cosinus est une fonction 2pi périodique ou bien périodique de période 2pi. Même chose pour sinus. Avec les formules d'addition, nous avons ceci. Et nous disons que la fonction sinus est une fonction qui est 2pi périodique ou bien c'est une fonction de période. Nous pouvons aussi parler de la parité. À quel moment une fonction est paire? Alors, f est paire si pour x que je prends dans i, je dois m'assurer que moins x aussi appartient à i,
Et f de moins x est égal à f de x. C'est le cas de la fonction f de x égale à x carré. F est impair si pour tout x que vous prenez dans i, moins x aussi est dans i, et f de moins x est égal à moins f de x. C'est le cas de la fonction f de x égale à x. Nous pouvons aussi parler de la monotonie d'une fonction, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas que f de x égale à x cube. Même, vous pouvez aussi regarder la parité des fonctions cosinus, sinus. Mais attention, il est quand même important de noter que fonction, ça veut pas, si une fonction n'est pas paire, ça ne veut pas dire qu'elle est impaire. Hein, il y a des fonctions qui ne sont ni paires ni impaires. Par exemple, si vous prenez la fonction f de x égale à x plus 1, mais cette fonction-là n'est ni paire ni impaire. Donc, voilà, paire ne signifie pas que, au contraire de impair, ou bien opposé, je ne sais pas, c'est pas dans ce sens. Bon, nous allons regarder un peu les fonctions monotones. En commençant par la fonction croissante. F est croissante si pour tout x1, x2 que nous prenons x1 inférieur à x2 implique que f de x1 inférieur ou égal à 1. Voilà. C'est ce qu'on appelle par une fonction qui est croissante. Et comme exemple de fonction croissante, nous pouvons un peu nous intéresser à la fonction x carré, mais attention, nous allons regarder selon des intervalles. C'est-à-dire que si je prends la fonction f, qui va de 0 à plus l'infini, x associé x carré, cette fonction est croissante parce qu'en fait, entre 0 et plus l'infini, le graphe de cette fonction est compressible. Donc, c'est une fonction qui croît. F. Alors, je peux aussi dire que parler de strictement croissante. Alors, strictement croissante signifie quoi? X inférieur à x2 implique f de x1 strictement inférieur à f de x2. Là, ça veut dire que la fonction est strictement croissante. F est décroissante si pour tout x1, x2 que je prends le fil, x1 inférieur à x2 implique que f de x1 supérieur ou égal à f de x2. Voilà. Et là, comme exemple, nous pouvons prendre f de moins l'infini à 0, donc R, et à x associé x carré. Cette fonction-là est décroissante, elle décroît. Voilà. Et je peux aussi parler de strictement décroissante. Strictement décroissante signifiera que ceci va impliquer f de x1 strictement supérieur à f de x. OK? Alors, maintenant, nous allons parler des fonctions monotones. À quel moment une fonction est monotone? Mais en fait, une fonction monotone, lorsqu'elle est croissante ou décroissante. Donc, une fonction croissante est monotone, une fonction décroissante est monotone. Mais en fait, pourquoi la définition de la monotonie est importante? Parce qu'en fait, il y a des fonctions qui ne sont pas monotones.
Parce que très souvent, il y a des étudiants qui pensent que ben, monotonie veut dire que voilà, toutes les fonctions sont monotones. Très souvent, ils disent ça. Certains disent ça, en fait. Et donc, il est important de vous montrer quelque chose qui n'est pas monotone. Par exemple, nous avons regardé la fonction x carré, mais en fait, cette fonction est selon les intervalles. Quand nous partons de 0 à plus l'infini, ça devient croissante. De moins l'infini à 0, ça devient décroissante. Mais si nous la prenons sur R, nous avons un problème. Parce qu'en fait, cette fonction, puis on voit x carré dans R, décroît entre moins l'infini et 0, et croît entre 0 et plus l'infini. En fait, c'est une fonction qui n'est pas monotone. En fait. Parce que monotone, ça doit être soit décroissante, soit croissante. Mais ici, dans cet intervalle, nous nous rendons compte que c'est quelque chose qui est, ben, voilà, qui a les deux possibilités. Donc, ça, c'est une fonction qui n'est pas monotone. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et nous pouvons aussi faire arrêter notre petit voyage sur les fonctions, la généralité sur les fonctions ici. Et donc, nous allons maintenant étudier les thèmes qui utilisent tout ce qu'on vient de voir. Donc, le premier thème à étudier, c'est les limites. Mais en fait, nous ne ferons pas de vidéo sur les limites, tout simplement parce que les limites ont déjà été étudiées sur des suites et les propriétés restent les mêmes. Nous allons juste expliquer la définition lorsque nous partons d'un intervalle, parce que sur les suites, nous partons de n, et ici, nous partirons d'un intervalle, et nous allons voir ce qui change. Mais la logique ne change pas. La définition d'une limite nous permettra de faire un long voyage sur la notion de continuité, qui est une notion extrêmement importante, et nous allons passer beaucoup de temps à chercher à comprendre cette notion, à regarder toutes les propriétés liées à cette notion, beaucoup d'exercices liés à cette notion que nous ferons. Donc, nous aurons une dizaine de vidéos vraiment sur cette notion de continuité. Et bon, merci d'avoir suivi et à très bientôt.